L'ASS n'a pas compris comment 7000 Juifs s'échappaient par un village dans les montagnes. André et Magda, Trocmé partie 1. La rafle impossible, 15 août 1942, 6 heures. Le Chambon-sur-Lignon, plateau du Vivarais-Lignon, France occupée. Le Hauptsturmführer Julius Schmeling immobilisa sa Mercedes noire sur la place du village, entouré de 6 camions militaires remplis de soldats SS. Il avait reçu des ordres directs de Lyon. Ce village reculé dans les montagnes cachait des Juifs à une échelle impossible. Les rapports des renseignements parlaient de dizaines, peut-être de centaines de réfugiés disséminés dans la région. Schmeling, vétéran des opérations de nettoyage en Pologne, observa le village avec un mépris professionnel. Le Chambon était pathétiquement petit, à peine 3000 habitants. Des maisons de pierre grise regroupées autour d'une église protestante, entourée de forêts denses et de collines qui s'étiraient jusqu'à l'horizon. Un camp, endroit parfait pour cacher des gens, pensa-t-il, mais impossible à défendre face à une rafle méthodique. Fouillez chaque maison, ordonna-t-il en allemand. Chaque ferme, chaque grange, chaque cave. Les Juifs sont ici. Nous les trouverons tous. Ce que Schmeling ignorait, ce qu'aucun officier nazi ne comprendrait pendant les 3 années suivantes d'occupation, c'était que le Chambon-sur-Lignon ne cachait pas des dizaines de Juifs. Il en cachait des milliers. Et il ne le faisait pas de manière occasionnelle, ni dans un secret désespéré, mais ouvertement, systématiquement, avec une audace insolente, sous la direction d'un pasteur protestant pacifiste de 41 ans, nommé André Trocmé, et de son épouse italienne Magda, qui avait transformé un village oublié de montagne en l'opération de sauvetage la plus audacieuse de la France occupée. En août 1942, le Chambon avait déjà sauvé plus de 2000 Juifs. À la fin de la guerre, ce nombre atteignit 7000. Un chiffre si invraisemblable que les historiens mirent des décennies à y croire, à le vérifier, à le documenter. 7000 vies sauvées par un village de 3000 habitants, où chaque famille cachait des réfugiés, chaque ferme était une étape sûre, chaque pasteur un complice, chaque enfant gardait des secrets que les adultes n'auraient pas pu supporter. Pendant les 6 heures suivantes, la SS fouillerait le Chambon avec une fureur méthodique, frapperait aux portes, interrogerait les habitants, chercherait des preuves du vaste réseau qu'elle savait exister. Elle ne trouverait strictement rien. Pas un seul Juif ne serait capturé ce matin-là, alors qu'il y en avait littéralement des centaines cachés dans un rayon de 2 km. Parce que le Chambon n'opérait pas avec la peur et la clandestinité que les nazis attendaient. Il opérait avec quelque chose de plus déconcertant pour la mentalité totalitaire. Une solidarité communautaire absolue, fondée sur une conviction religieuse si profonde qu'elle transformait la résistance, non pas en acte héroïque exceptionnel, mais en obligation morale quotidienne, aussi naturelle que respirée. Voici l'histoire de la manière dont un pasteur pacifiste et son épouse pragmatique ont organisé tout un village en conspiration contre le génocide. Comment des montagnes reculées ont déjoué la bureaucratie nazie de la mort. Et comment la désobéissance civile tranquille s'est révélée plus efficace que la résistance armée pour contrarier la Shoah en France. Partie 2. Le pasteur et la pragmatique. André Trocmé arriva à Le Chambon-sur-Lignon en 1934 avec son épouse Magda et leurs 4 enfants, acceptant le poste de pasteur de l'église protestante réformée du village. Ce n'était pas une affectation prestigieuse. Le Chambon était reculé, pauvre, oublié des autorités, autant ecclésiastiques que civiles. Mais pour André, engagé dans un pacifisme radical et une théologie de l'action sociale, c'était parfait. André était né en 1901 à Saint-Quentin, en France.
d'un père français et d'une mère allemande. Une combinaison qui, pendant la Première Guerre mondiale, le rendit suspect des deux côtés. La guerre détruisit sa jeunesse, tua des amis, radicalisa son rejet de la violence. Dans les années 1930, il devint pacifiste absolu, influencé par Gandhi, Tolstoï et sa propre lecture du Sermon sur la montagne, qu'il interprétait littéralement. Aimer ses ennemis n'était pas une suggestion poétique, mais un commandement divin. Magda Trocmé, née Magda Grilli à Florence en 1901, était son complément parfait. Là où André était idéaliste et théoricien, Magda était pratique et directe. Là où André prêchait des principes abstraits, Magda organisait des solutions concrètes. Son enfance en Italie, marquée par la pauvreté, lui avait appris que survivre exigeait de l'ingéniosité, pas seulement de la foi. À leur arrivée à Le Chambon, ils découvrirent une communauté singulière. Le village était majoritairement protestant huguenot, descendant de groupes ayant survécu à des siècles de persécutions catholiques en France. Cette mémoire historique d'une minorité persécutée avait créé une culture profondément méfiante envers l'autorité de l'État et profondément solidaire des autres persécutés. Les Huguenots se souvenaient des grottes où leurs ancêtres se cachaient lors de cultes clandestins, se souvenaient des rafles, des exécutions, d'une résistance obstinée. Ce n'était pas une histoire abstraite, mais une mémoire vivante, transmise de génération en génération. André commença immédiatement à prêcher ce qu'il appelait l'évangile vécu, non seulement cru, mais agi. Il organisa une école secondaire, le collège Sévenol, conçu pour enseigner non seulement les matières scolaires, mais aussi la responsabilité morale active. Il établit des groupes d'études sur la résistance non violente, le pacifisme, la désobéissance civile. Dans ses sermons hebdomadaires, il rejetait explicitement l'idée que la religion soit une affaire privée, séparée de la politique. La foi sans les œuvres est morte, citait-il sans cesse de Jacques de 26. Nous ne pouvons pas être chrétiens seulement le dimanche. En 1940, lorsque la France tomba face à l'Allemagne, le Chambon se trouvait dans la zone non occupée, contrôlée par le gouvernement collaborationniste de Vichy. Techniquement, il n'y avait pas de troupes allemandes. Mais les lois anti-juives de Vichy étaient tout aussi brutales, conçues par des Français pour plaire aux maîtres allemands. En octobre 1940, le statut des Juifs de Vichy définissait qui était juif, interdisait aux Juifs les fonctions publiques, confisquait des biens. En 1941, Vichy commença les arrestations massives, les déportations, vers des camps d'internement français qui servaient d'antichambre au camp de la mort allemand. Le 23 juin 1940, 3 jours après l'armistice, André prononça son premier sermon de résistance. Il n'appela ni à la violence ni au sabotage. Il appela à quelque chose de plus subversif, la désobéissance morale. Le devoir du chrétien est d'utiliser les armes de l'esprit pour résister à la violence exercée sur sa conscience, déclara-t-il depuis la chair. Nous résisterons lorsque nos adversaires exigeront de nous une soumission contraire aux ordres de l'Évangile. Nous aimerons, nous pardonnerons, nous ferons le bien. Mais nous n'obéirons pas à leurs ordres. C'était une déclaration extraordinaire dans la France de 1940, où la plupart des églises, catholiques et protestantes, prêchaient l'obéissance à Vichy comme devoir patriotique. André annonçait publiquement, depuis la chaire, que sa congrégation désobéirait aux lois qu'elle jugerait immorales. Magda, assise au premier rang avec ses enfants, comprit immédiatement les implications. Son mari venait de transformer toute la congrégation en complice de la résistance. Cette nuit-là, elle lui dit « André, tu sais ce que ça signifie. Il va falloir cacher des gens. » Il répondit
Oui, je le sais. C'était une conversation aussi calme que décider quoi planter au jardin. La résistance était déjà inévitable. Partie 3. Les premiers réfugiés. Le premier réfugié arriva à l'hiver 1940, avant même le début des déportations massives. Une femme juive d'Allemagne, fuyant la persécution nazie, avait traversé l'Europe occupée à pied à la recherche d'un endroit sûr. Quelqu'un à Lyon lui avait dit « Allez à Le Chambon, le pasteur là-bas aide ». Elle frappa à la porte du presbytère un après-midi de neige. Magda ouvrit. La femme, épuisée, affamée, gelée, pouvait à peine parler. Est-ce la maison du pasteur Trocmé? On m'a dit qu'ici je serais en sécurité. Magda, sans hésiter, sans consulter André, sans poser de questions, répondit « Naturellement, entrez. Vous devez avoir froid et faim. » Elle la conduisit à la cuisine, lui prépara une soupe, lui donna son propre lit. Le lendemain matin, André contacta des familles de la paroisse. À midi, la femme était installée chez une famille de paysans dans les collines, qui avait une chambre libre et avait besoin d'aide pour les travaux agricoles. Ce schéma se répéta des milliers de fois. Des réfugiés arrivaient. Les Trocmé les accueillaient temporairement au presbytère, puis les répartissaient dans le village et les environs, où des familles les cachaient pendant des semaines, des mois, parfois des années. Il n'y avait pas de drame, pas d'héroïsme théâtral. C'était une logistique tranquille, traitée comme une responsabilité communautaire ordinaire, comme organiser les moissons ou réparer l'église. Au printemps 1941, le flux de réfugiés s'était transformé en rivière constante. Les lois de Vichy se durcissaient, les arrestations s'accéléraient, la panique se répandait dans les communautés juives de France. La nouvelle circula dans les réseaux clandestins. Le Chambon est sûr. Le village dans les montagnes accueille tout le monde. André et Magda n'étaient pas les seuls organisateurs. Édouard Théis, collègue d'André et directeur du collège Sévenol, était un co-conspirateur essentiel, coordonnant la dissimulation d'enfants réfugiés dans l'internat de l'école, qui abriterait finalement des centaines d'élèves juifs sous de fausses identités. Roger Darcissac, directeur de l'école publique, organisa d'autres cachettes et la falsification de documents. Daniel Trocmé, cousin d'André, dirigeait une maison d'enfants réfugiés au Chambon. Mais le système reposait fondamentalement sur la participation de familles ordinaires. Auguste et Emma Hérault, des paysans dans les collines, cachèrent 14 juifs simultanément pendant 2 ans. La famille Défier tenait une pension où les hôtes restaient indéfiniment sans payer, tous des juifs sous de fausses identités. La famille Barrault transforma sa ferme en station de transit, où les réfugiés attendèrent des papiers falsifiés avant de poursuivre vers la Suisse. Chaque famille assumait un risque mortel. Les lois de Vichy prévoyaient la prison, les camps de concentration, voire l'exécution pour quiconque cachait des Juifs. Mais au Chambon, le risque était si largement réparti qu'il en devenait presque invisible. La responsabilité était si universellement partagée qu'aucune famille ne se sentait exceptionnellement vulnérable. C'était une conspiration de masse dont l'échelle elle-même fournissait une protection. Parce qu'arrêter tout un village était logiquement impossible, même pour les nazis. Partie 4. L'infrastructure du sauvetage. L'infrastructure de la résistance comprenait des éléments critiques que André et Magda coordonnaient depuis le presbytère. Des faussaires locaux produisaient des cartes d'identité, des cartes de rationnement, des certificats de baptême qui transformaient Rosenberg en Rousseau, Goldstein en Girard. Les documents étaient méticuleux, papiers officiels volés, tampons authentiques obtenus grâce à des fonctionnaires sympathisants, calligraphie experte imitant parfaitement le style bureaucratique français, des messagers
principalement de jeunes élèves du collège Sévenol, transportaient les réfugiés entre Le Chambon et d'autres lieux sûrs. Ils empruntaient des itinéraires de montagne évitant les routes principales. Ils connaissaient chaque sentier, chaque refuge, chaque ferme amie. Pendant les hivers brutaux, ces jeunes guidaient les réfugiés dans la neige profonde, souvent de nuit, portant des enfants qui ne pouvaient pas marcher, tirant des personnes âgées épuisées. Plusieurs moururent d'avalanche, d'hypothermie, ou furent âmes capturées par des patrouilles. Leurs noms sont gravés sur un mémorial au Chambon. Mais leurs histoires individuelles se sont perdues, car la résistance ne conservait pas de registre susceptible de compromettre les autres. Le financement venait de multiples sources. Des organisations Quaker et juives internationales faisaient passer de l'argent en secret. Des familles protestantes aisées dans les villes françaises donnaient. L'église locale contribuait. Mais l'opération fonctionnait surtout avec peu d'argent, parce que les familles hébergèrent les réfugiés sans compensation, partageant leur propre nourriture rationnée, leurs lits, leurs ressources, dans un acte de solidarité qui contredisait toute logique économique. Magda développa un système de signaux pour prévenir du danger. Lorsqu'elle voyait la police ou des agents suspects s'approcher, elle faisait sonner une cloche particulière au presbytère. Le son alertait immédiatement toutes les familles. Les réfugiés devaient se cacher sur le champ. Les enfants juifs du collège Sévenol avaient une consigne permanente. À la cloche, se disperser dans les bois alentours et ne pas revenir avant qu'une autre cloche ne donne le « tout est clair ». Le dispositif était testé régulièrement. La police de Vichy se rendait périodiquement au Chambon pour enquêter sur des rumeurs de juifs cachés. À chaque visite, le protocole d'urgence se déclenchait. La cloche sonnait. Les réfugiés disparaissaient dans les forêts, les granges, les grottes, les maisons dispersées sur des kilomètres. Au moment où la police commençait ses recherches, le village ne semblait peuplé que de résidents légitimes, vacants à leurs occupations. Les interrogatoires se heurtaient à un silence unanime. Chaque habitant niait connaître des juifs cachés, se disait étonné des accusations, suggérait que les rumeurs relevaient du malentendu. La police pouvait arrêter 1 ou 2 suspects, mais démanteler une conspiration impliquant littéralement des centaines de complices était impossible. Il aurait fallu arrêter le village entier, remplacer toute la population, occuper chaque ferme avec des troupes. Les ressources n'existaient pas pour une telle opération. Le courage du Chambon n'était pas celui, dramatique, célébré dans les films de guerre. Pas de fusillade, pas d'explosion, pas de sabotage spectaculaire. C'était un courage plus profond et plus durable. La décision quotidienne, répétée pendant des années, de continuer à faire ce qui était juste, alors qu'arrêter aurait été plus sûr. C'était une mère nourrissant un enfant juif avec sa propre ration, tandis que ses enfants avaient faim. C'était un paysan risquant l'arrestation pour guider une famille d'étrangers à travers les montagnes, sous une tempête de neige. C'étaient des enfants de 12 ans mentant avec conviction à la police pour protéger des camarades juifs. Partie 5. La vie dans le refuge de montagne. En 1942, lorsque les déportations depuis la France vers Auschwitz atteignirent une échelle industrielle, le Chambon sauvait des vies à un rythme impossible. Chaque semaine, des dizaines de nouveaux réfugiés arrivaient. Le presbytère des Trocmés était un centre de tri permanent où Magda interrogeait les nouveaux, évaluait les besoins, coordonnait les placements. Certains restaient quelques jours, d'autres des années. Le record appartenait à une famille cachée dans une ferme près du Chambon de 1940 et un à 1945. 4 années complètes à vivre sous de fausses identités, comme ouvriers agricoles. Les survivants du Chambon décrivirent d'heures plus tard une atmosphère presque surréaliste. D'un côté, ils vivaient sous une terreur constante d'être découverts, arrêtés, déportés. De l'autre, ils faisaient
l'expérience d'une normalité étrange. Les enfants allaient à l'école, les familles mangeaient ensemble, la vie continuait. C'était comme vivre dans deux réalités simultanées. L'une de danger mortel, l'autre de routine domestique. Hanne Hirsch, une fillette juive allemande arrivée au Chambon en 1942 à l'âge de 9 ans, se souvenait ensuite. C'était étrange. Je savais que ma famille avait été assassinée. Je savais qu'à tout moment, je pouvais être capturé et tué moi aussi. Mais la famille qui m'hébergeait me traitait exactement comme ses propres filles. J'allais à l'école. Je jouais, je riais. Une partie de mon esprit était toujours terrorisée, mais une autre partie n'était qu'une enfant vivant une vie d'enfant. Les adultes du Chambon nous ont fait ce cadeau. Ils nous ont laissé être des enfants même au cœur de la Shoah. Le collège Sevenol devint une institution extraordinaire. En 1943, environ 60% de ces 350 élèves étaient des juifs réfugiés sous de fausses identités. Les professeurs connaissaient les identités réelles, mais n'en parlaient jamais, parfois même pas entre eux. Et beaucoup d'élèves ignoraient qui, parmi leurs camarades, était caché. Les cours se déroulaient normalement. Des élèves juifs étudiaient le latin et les mathématiques tout en vivant sous la menace d'Auschwitz. Les relations entre élèves réfugiés et élèves locaux étaient complexes. Certains locaux en voulaient aux réfugiés de consommer des ressources rares. D'autres les protégeaient férocement. Il y eut parfois des bagarres dans la cour, quand des élèves locaux accusaient les réfugiés de lâcheté pour se cacher pendant que la France souffrait. Mais la plupart du temps, la solidarité dominait. Des amitiés se formaient, indifférentes aux divisions que les adultes voulaient imposer. Les femmes du Chambon étaient la colonne vertébrale logistique, tandis que des pasteurs comme André fournissaient une justification théologique et un leadership visible. Des femmes comme Magda organisaient les détails concrets, cuisiner pour des foules, laver le linge, s'occuper d'enfants traumatisés, négocier de la nourriture supplémentaire avec les fermiers, coudre des vêtements pour ceux qui arrivaient avec ce qu'ils avaient sur le dos. C'était un travail invisible qui rendait possible toute l'opération. Magda devint une collectrice de fonds brillante, contactant des organisations juives internationales, des églises protestantes, des Quakers américains. Elle écrivait des lettres codées, décrivant des hôtes ayant besoin de soutien pour leurs études. Un langage qui trompait les censeurs, mais informait clairement les destinataires que le Chambon avait besoin d'argent pour les réfugiés. Les fonds arrivaient par des voies tortueuses, virements vers des comptes suisses, puis espèces passées en contrebande à travers les frontières, messagers transportant des liasses de francs cousus dans les doublures des manteaux. Magda gérait ses finances avec une précision qui aurait impressionné n'importe quel comptable, tenant des registres codés de chaque transaction, de chaque dépense, de chaque don. Partie 6. Infiltration et trahison. Le moment où le Chambon frôla le désastre total survint en février 1943, lorsqu'un infiltré de la Gestapo se fit passer pour un réfugié juif. L'homme, appelé Prali, arriva au presbytère avec une histoire crédible. Il fuyait Paris. Il demanda refuge et fut installé chez une famille locale. Pendant 2 semaines, il observa l'organisation, mémorisa des noms, identifia des lieux où se trouvaient des réfugiés. Son erreur fut un excès de zèle. Il posait trop de questions, montrait trop de curiosité sur les autres réfugiés, semblait trop impatient de connaître les détails du réseau. Roger d'Arcissac, le directeur d'école, doté d'instinct, aiguisé par des années de résistance, eut des soupçons. Il interrogea discrètement Prali sur sa supposée vie parisienne. Les réponses contenaient de petites incohérences qui grossirent sous l'examen. La réponse de d'Arcissac fut brutale par sa simplicité.
Il cessa simplement de fournir des informations à Prali. Les autres membres du réseau furent avertis discrètement. Prali fut isolé sans confrontation ouverte. Il continua à vivre chez sa famille d'accueil, mais n'apprit plus rien de valeur. Après 3 semaines sans information nouvelle, il partit, frustré. Son rapport à la Gestapo fut inutile, car les détails collectés étaient déjà périmés. Les réfugiés avaient été déplacés, les procédures modifiées. L'incident démontra la sophistication du système. Le Chambon n'agissait pas avec naïveté. André pouvait être idéaliste, mais le réseau comptait des pragmatiques comme Darcy Sack, qui comprenait la sécurité opérationnelle, la compartimentation, la nécessité de se méfier. La combinaison de l'idéalisme d'André et du pragmatisme de Darcy Sack rendait l'opération efficace. La foi donnait la motivation. L'intelligence donnait la protection. Les enfants réfugiés représentaient des défis uniques. Ils arrivaient sans parents, traumatisés, souvent sans parler français. Le collège Sévenol devint leur refuge principal. Mais il existait aussi un foyer dirigé par Daniel Trocmé au Grillon, annexe proche. Daniel, cousin d'André, partageait l'engagement de protéger les persécutés, mais n'avait pas la même prudence. Il était impulsif, émotionnel, ouvertement défiant envers les autorités. En juin 1943, la Gestapo finit par arrêter Daniel lors d'une rafle au Grillon. 18 élèves juifs qu'il protégeait furent capturés. Daniel fut déporté à Majdanek, où il mourut en 1944. Les 18 élèves furent envoyés à Auschwitz. Un seul survécut. La mort de Daniel dévasta André sans altérer sa détermination. Dans un sermon après l'arrestation de son cousin, André déclara « Daniel connaissait les risques. Il a choisi l'amour plutôt que la sécurité. Nous n'honorons pas sa mémoire par la lâcheté, mais en continuant son œuvre. » La protection venait aussi d'une source inattendue. Des officiers allemands tiraillés. Tous les Allemands en France n'étaient pas des fanatiques nazis. Certains étaient des soldats ordinaires, exécutant des ordres, mal à l'aise devant le génocide, mais pris dans la machine militaire. Plusieurs officiers stationnés près du Chambon connaissaient sa réputation de refuge pour les Juifs, mais évitaient délibérément d'enquêter trop profondément. Ils donnaient des avertissements informels sur des rafles prévues, retardaient des ordres, perdaient des documents. Un officier, un major de la Wehrmacht nommé Schmeling, visita le presbytère en 1943 avec un avertissement. « Pasteur, je sais ce que vous faites. Je n'approuve pas, mais je ne peux pas non plus vous arrêter sans ordre direct. Je vous conseille d'être plus discret. » André répondit « Major, j'apprécie votre avertissement. Mais je ne peux pas être discret quand il s'agit de faire ce qui est juste. » Le major sourit tristement. « Alors nous prenons tous les deux des risques. » Partie 7. L'arrestation des pasteurs. Le 15 août 1942, lorsque Schmeling arriva avec ses camions de SS, le Chambon abritait environ 500 réfugiés simultanément, répartis dans le village et les fermes alentours. Une population cachée représentant près de 20% de la population officielle. Impossible à dissimuler selon toute logique. Mais le Chambon ne fonctionnait pas selon la logique. Il fonctionnait par la foi et par une organisation méticuleuse. La rafle d'août 1942 dura 6 heures. Les SS fouillèrent dehors des maisons, interrogèrent des habitants, cherchèrent dans les caves et les greniers. Schmeling interrogea lui-même André au presbytère pendant 2 heures, exigeant des informations sur les Juifs cachés, menaçant d'arrestation, de déportation, d'exécution. André répondit avec un calme pastoral qui exaspérait les nazis plus qu'une défiance ouverte. « Hauptsturmführer, je ne vois pas de quoi vous parlez. Nous sommes un village chrétien qui aide ceux qui ont besoin d'aide, mais nous ne violons pas les lois.
C'était le même type de réponse que Corrie ten Boom donnerait aux Pays-Bas. Des mots techniquement vrais selon une loi, tout en violant complètement une autre. Schmeling tenta une autre tactique. Pasteur Trocmé, je comprends que vous êtes un homme de principe. J'admire votre conviction religieuse. Mais vous devez comprendre que les Juifs sont un problème pour la France. Le maréchal Pétain, votre propre dirigeant français, l'a reconnu. En protégeant les Juifs, vous trahissez la France. André répondit par une théologie que Schmeling ne pouvait pas comprendre. Hauptsturmführer, je ne connais pas de Juifs. Je ne connais que des êtres humains. Cette distinction frappait au cœur de l'idéologie nazie. Pour les nazis, les catégories raciales étaient des réalités fondamentales, déterminant la valeur humaine. Pour André, elles n'étaient que des détails insignifiants face au commandement chrétien d'aimer son prochain. Il ne rejetait pas l'autorité nazie parce qu'elle était allemande. Il la rejetait parce qu'elle était immorale, selon une norme plus élevée que toute loi humaine. La rafle n'aboutit à l'arrestation d'aucun juif. Schmeling, frustré et humilié, fit arrêter André et Édouard Theiss pour activité subversive. Les deux pasteurs furent conduits au camp d'internement de Saint-Paul-d'Eyjau, où ils restèrent 5 semaines avant d'être libérés sans charge, sous la pression de protestations internationales orchestrées par des organisations protestantes. Pendant leur absence, Magda poursuivit l'opération sans la moindre pause. Elle accueillit des réfugiés, coordonna des cachettes, organisa des transports. Son pragmatisme se révéla aussi efficace que l'idéalisme d'André. Quand un réfugié demandait s'y rester, était sûr alors que les pasteurs étaient emprisonnés, Magda répondait « aussi sûr que d'habitude », ce qui veut dire pas complètement sûr, mais plus sûr que partout ailleurs. La libération d'André, en octobre 1942, ne fut pas un acte de compassion nazie, mais un calcul politique. Les autorités de Vichy avaient subi la pression d'églises protestantes internationales, notamment en Suisse et aux États-Unis. Vichy, désespéré de conserver une forme de légitimité internationale, ne pouvait pas se permettre un conflit avec le protestantisme mondial à propos de 2 pasteurs obscurs d'un village de montagne. C'était une inversion étrange du pouvoir. André Trocmé, sans armée ni richesse, avait de l'influence parce qu'il représentait une communauté morale internationale que même Vichy devait ménager. À son retour, André découvrit une opération encore plus vaste. Son arrestation n'avait pas intimidé la congrégation vers l'obéissance. Elle l'avait radicalisé vers davantage de résistance. L'arrestation de son pasteur prouvait que les autorités considéraient le Chambon comme une menace, ce qui validait son importance. Si les nazis les craignaient, ils devaient continuer. Partie 8. L'occupation allemande directe. La phase la plus dangereuse commença après novembre 1942, lorsque l'Allemagne occupa toute la France en réaction aux débarquements alliés en Afrique du Nord. Les troupes allemandes remplacèrent la police de Vichy au Chambon, apportant une surveillance plus intense. Mais paradoxalement, même l'occupation allemande directe ne brisa pas la résistance du village. La Gestapo installa un bureau régional au Puy-en-Velay, à 40 km à l'ouest. Elle venait au Chambon chaque semaine, interrogeait des habitants, menaçait. Mais le système d'alerte précoce continuait à fonctionner. Des observateurs sur les routes signalaient l'approche de véhicules allemands. Les cloches sonnaient. Les réfugiés se dispersaient. Quand les Allemands arrivaient, le village affichait une normalité parfaite. En 1943, le Chambon était une légende dans les circuits de résistance. Des réfugiés arrivèrent de Paris, Lyon, Marseille, avec des adresses griffonnées. Cherchez le pasteur Trocmé au Chambon. Il aidera.
Certains venaient avec des contacts précis. D'autres apparaissaient simplement sur la place en demandant où trouver de l'aide. Presque toujours, la première personne à qui ils parlaient les dirigeait vers le presbytère ou directement vers une famille prête à les accueillir. Cory développa un protocole d'évaluation. Lorsqu'arrivaient de nouveaux réfugiés, elle posait des questions en apparence innocentes, conçues pour détecter des infiltrés nazis. Où priais-tu à Amsterdam? De vrais juifs connaissaient le nom de synagogues précises. Que mangeais-tu pour Shabbat? Les détails des traditions familiales étaient difficiles à inventer. As-tu de la famille que nous pouvons contacter? Les infiltrés prétendaient souvent que toute leur famille avait été détruite, évitant toute vérification. C'était imparfait. La marge d'erreur signifiait qu'elle rejetait parfois des gens authentiques ou acceptait des infiltrés potentiels. Mais Cory se fiait à un instinct aiguisé après avoir aidé des centaines de personnes. Quelque chose dans les yeux, la posture, la peur réelle contre la peur jouée. En 18 mois d'activité, elle n'accepta jamais un infiltré nazi. Cette perfection relevait à la fois de l'habileté, de la chance et, selon elle, d'un miracle. Les opérations de sauvetage exigeaient un flux constant d'argent. Falsifier des documents coûtait, transporter des réfugiés coûtait, nourrir des centaines de bouches supplémentaires coûtait. Magda écrivait des lettres codées, décrivant des hôtes qui avaient besoin de soutien pour leurs études. Un langage qui trompait les censeurs, mais indiquait clairement aux destinataires que le Chambon avait besoin de fonds pour les réfugiés. Les messagers transportaient des réfugiés par des routes de montagne, évitant les voies principales. Pendant les hivers brutaux, ces jeunes guidaient des gens à travers la neige profonde, souvent de nuit, portant des enfants, traînant des personnes âgées, épuisées. Plusieurs moururent dans des avalanches, d'hypothermie ou furent capturés. Leurs noms sont gravés sur un mémorial au Chambon. Mais leurs histoires se perdirent, parce que la résistance ne tenait pas de registre pouvant compromettre d'autres personnes. En 1944, lorsque les Alliés débarquèrent en Normandie, le Chambon avait sauvé environ 5000 Juifs. Le chiffre défiait toute évaluation raisonnable. Un village de 3000 habitants avait caché et protégé presque le double de sa propre population, en répartissant des réfugiés sur une région comprenant des dizaines de hameaux et des centaines de fermes. Partie 9. Libération et héritage. La libération de la France, en août-septembre 1944, apporta un soulagement, mais aussi une complexité. Les réfugiés qui avaient vécu des années cachés revinrent au jour dans un monde transformé. Leurs familles étaient mortes, leurs communautés détruites, leurs maisons confisquées. Le Chambon avait sauvé leur vie, mais ne pouvait pas restaurer leur monde. Beaucoup de réfugiés, surtout des enfants, choisirent de rester au Chambon. Les familles qui les avaient hébergés les adoptèrent officiellement. Le collège Sévenol continua d'éduquer des survivants de la Shoah pendant des années après la guerre. La communauté forgée dans la résistance perdura dans la paix. André Trocmé sortit de la guerre comme une figure controversée. Son pacifisme absolu le rendait suspect à la gauche, qui avait combattu les nazis les armes à la main, comme à une droite qui le considérait comme un potentiel collaborateur, parce qu'il refusait la violence contre les Allemands. Mais son bilan parlait de lui-même. 5000 vies sauvées sans tirer un seul coup de feu. En 1971, Yad Vashem reconnut André et Magda Trocmé comme justes parmi les nations. À Jérusalem, André, alors âgé de 70 ans, prononça un discours d'une humilité typique. « Nous n'avons rien fait d'extraordinaire. Nous avons seulement fait ce que tout chrétien devrait faire. La vraie question n'est pas pourquoi le Chambon a aidé les Juifs.
La question est pourquoi si peu d'autres l'ont fait. André mourut en 1971, quelques semaines, seulement après avoir reçu l'honneur de Yad Vashem. Magda vécut jusqu'en 1996, continuant à parler du Chambon, en insistant toujours sur le fait que le sauvetage ne fut pas un héroïsme individuel, mais un effort communautaire. « Nous n'avons pas sauvé des Juifs », répétait-elle. Le Chambon a sauvé des Juifs. Chaque famille, chaque paysan, chaque enfant qui a gardé le secret, tous ont été des héros. Le nombre final de Juifs sauvés par le Chambon demeure discuté. Les estimations vont de 3500 à 7000, avec 5000 comme chiffre le plus souvent retenu. Cette incertitude reflète la nature même de l'opération. Pas de registres centraux, des identités fausses multiples, des passages de quelques jours avant un départ vers d'autres lieux. Après la guerre, les historiens tentèrent de dresser des listes complètes. Mais beaucoup de survivants ne connurent jamais le nom exact du village qui les avait sauvés. Ils se souvenaient seulement des montagnes, de la neige, de jambon. Ce qui est indiscutable, c'est l'échelle relative. Le Chambon, village de 3000 habitants, sauva plus de Juifs que des villes entières, de centaines de milliers. Paris, avec des millions d'habitants, produisit relativement peu de sauveteurs. Lyon, centre de résistance, en sauva des centaines. Le Chambon en sauva des milliers. Un exploit impossible qui défie toute logique. Après la guerre, le Chambon devint un lieu de pèlerinage pour des survivants. Des Juifs sauvés revenaient avec leurs enfants et petits-enfants pour leur montrer où ils s'étaient cachés, pour remercier les familles qui les avaient abrités. Le presbytère des Trochmés devint un sanctuaire informel, où les visiteurs laissaient des notes, des photos, des souvenirs. En 1990, le village érigea un mémorial avec les noms de réfugiés sauvés que l'on avait pu identifier. La liste contenait 327 noms, avec une note. Ce ne sont que ceux dont nous avons pu vérifier les noms. Des centaines, peut-être des milliers d'autres, restent anonymes. C'était une admission humble. Le bien qu'ils avaient fait dépassait leur propre mémoire. Partie 10. Pourquoi le Chambon a triomphé? L'explication tient à une culture communautaire unique. Le Chambon ne dépendait pas d'individus héroïques prenant des décisions exceptionnelles. Il dépendait d'une communauté entière prenant une décision collective. Résister était une obligation normale. Quand un réfugié arrivait, il n'y avait pas de débat pour savoir s'il fallait aider ou non. Il n'y avait que la décision de savoir où l'installer. La question n'était pas « si », mais « comment ». Cette normalisation de la résistance est la leçon la plus profonde du Chambon. L'héroïsme exceptionnel ne se développe pas à grande échelle. Il dépend d'individus rares, prêts à des risques extrêmes. Mais quand une communauté entière décide que quelque chose est moralement non négociable, quand la pression sociale favorise la résistance plutôt que la conformité, alors l'héroïsme devient durable. Il n'est plus exceptionnel, il devient attendu. Il n'est plus épuisant. Il est soutenant, parce que chacun porte une part du fardeau. Les nazis ne comprirent jamais. Le Chambon, parce que cela ne correspondait pas à leur conception du pouvoir. Ils comprenaient le pouvoir coercitif, la violence, la menace, le châtiment. Ils ne comprenaient pas le pouvoir moral fondé sur la solidarité communautaire. Quand ils arrêtaient un sauveteur, un autre prenait sa place. Quand ils menaçaient un village, tout le village se raidissait davantage. Il n'y avait pas de centre à détruire. Pas de chef dont l'arrestation aurait désorganisé l'opération. C'était une résistance distribuée, décentralisée, auto-reproductrice. Le major Julius Schmeling,
qui dirigea la rafle d'août 1942, survécut à la guerre et fut interrogé par les autorités françaises en 1947 sur ses activités au Chambon. Son témoignage révèle parfaitement l'incompréhension nazie. Nous savions qu'il cachait des Juifs. Les rapports étaient clairs. Mais chaque fois que nous enquêtions, nous ne trouvions rien. C'était comme se battre contre le brouillard. Il n'y avait rien de solide à saisir, rien de concret à détruire. Tout le village nous mentait, mais tout le monde semblait si sincère. Finalement, il est devenu évident que nous ne pouvions pas gagner sans arrêter toute la population, et nous n'avions pas les moyens de le faire. Il avait raison. Les nazis auraient dû démanteler tout le village, déporter chaque famille, raser chaque ferme, et même ainsi, ils auraient probablement échoué. Parce que la résistance s'était étendue au-delà du Chambon, vers des dizaines de villages alentours. C'était une métastase de bonté, impossible à stopper. L'histoire du Chambon pose une question inconfortable. Pourquoi si peu d'endroits ont fait ce que le Chambon a fait? La France comptait des milliers de villages similaires, beaucoup reculés, beaucoup capables de cacher des gens. Pourquoi le Chambon a-t-il été l'exception plutôt que la norme? Les réponses sont multiples. L'histoire huguenote, un leadership clair en André et Magda, une géographie propice à la dissimulation, un réseau international de financement. Mais, fondamentalement, il y eut une communauté qui croyait que protéger les persécutés était une obligation divine, non négociable, supérieure aux lois humaines, y compris face à la menace de mort. André Trocmé le formula crûment lors d'une interview en 1969. Le Chambon n'était pas spécial. Nous n'étions ni plus courageux, ni plus vertueux que les autres. Nous avons simplement décidé, en tant que communauté, que nous ne pouvions pas obéir à des lois qui contredisaient notre conscience. Cette décision était disponible pour n'importe quel village de France. Que si peu l'ait prise ne dit rien sur la capacité. Cela dit tout sur le choix. C'est un jugement dur, mais fondamentalement juste. La Shoah n'a pas été une catastrophe naturelle inévitable. Elle fut une suite de choix humains. Le choix des nazis de tuer, le choix des collaborateurs d'aider, le choix des spectateurs d'ignorer. Et face à ces choix, certains choisirent de résister. Le Chambon choisit de résister collectivement, systématiquement, obstinément, pendant des années. Ce choix sauva au moins 5000 vies, peut-être 7000. Chaque vie représentait une famille non brisée, un enfant atteignant l'âge adulte, une lignée non exterminée. En 2020, un démographe israélien estima que les 5000 Juifs sauvés par le Chambon avaient donné naissance à environ 20 000 descendants. 20 000 personnes vivantes aujourd'hui. Parce qu'un village de 3 000 habitants dans les montagnes françaises choisit de faire ce qui était juste. La maison paroissiale du Chambon existe toujours. C'est un musée à présent, préservant les pièces où Magda recevait les réfugiés, le bureau où André écrivait ses sermons de résistance, la cuisine où des centaines de repas furent préparés pour les persécutés. Les visiteurs peuvent voir les dortoirs étroits où des enfants juifs dormaient, l'école où ils étudiaient, l'église où ils priaient sous de fausses identités. Mais le plus puissant, c'est de marcher dans le village lui-même. Il est petit, tranquille, sans traits distinctifs, si ce n'est de petites plaques sur certaines maisons. Ici, la famille Heyrod a caché 14 juifs, 1942 à 1944. Ici, la famille Défier a tenu un refuge, 1941 à 1944. Chaque maison a son histoire, chaque famille a son héritage. Les montagnes alentours sont toujours là. Les sentiers par lesquels on guidait les réfugiés vers la Suisse sont encore visibles pour qui sait les chercher. En hiver, quand la neige recouvre les collines.
il est facile d'imaginer de petits groupes avançant dans l'obscurité. Des guides jeunes, conduisant des personnes épuisées vers la sécurité, sachant que la capture signifiait la mort. Le collège Sevenol continue de fonctionner, aujourd'hui comme école internationale, avec des élèves venus de dizaines de pays. Sa mission éducative repose explicitement sur l'héritage de la guerre. Éduquer à la responsabilité morale globale. Former des élèves à résister à l'injustice. Souligner qu'une éducation sans éthique devient un outil d'oppression. Dans la leçon finale donnée aux diplômés, le directeur raconte traditionnellement l'histoire du Chambon pendant la guerre, puis demande « Et vous, que feriez-vous » Si les autorités de votre pays vous exigeaient de trahir des persécutés, obéiriez-vous à la loi ou à votre conscience? Ce n'est pas une question abstraite. C'est une question que chaque génération affronte sous une forme ou une autre. Quand l'autorité exige l'immoralité, que choisissez-vous? André Trocmé croyait que la résistance pacifique était moralement supérieure à la résistance armée, parce qu'elle préservait l'humanité des résistants. Quand nous tuons nos ennemis, disait-il, nous devenons comme eux. Quand nous protégeons leurs victimes sans violence, nous préservons notre propre humanité, tout en contrariant leur mal. Beaucoup trouvaient cela naïf. Mais le Chambon prouva que c'était aussi une tactique pratique. Il sauverse plus de vies que de nombreuses opérations armées, avec moins de victimes. Le coût humain fut pourtant réel. Plusieurs membres du réseau furent arrêtés, déportés, moururent dans les camps. Daniel Trocmé à Majdanek, des élèves à Auschwitz, des messagers capturés dans les montagnes, des fermiers envoyés aux travaux forcés. Le nombre exact est inconnu, mais des estimations évoquent 30 à 40 morts, directement liés à la participation au réseau. Est-ce que cela en valait la peine? Magda Trocmé répondit dans une interview de 1989, 5 ans avant sa mort. En valait la peine? Nous avons sauvé 5000 vies. Nous en avons peut-être perdu 40. C'est une mathématique terrible de traiter des vies comme des chiffres. Mais oui, cela en valait la peine. Chaque vie sauvée était un monde préservé. Et ceux qui sont morts ont choisi ce risque en sachant ce qu'ils défendaient. L'histoire se termine sur une image que les survivants décrivent souvent. La cloche du presbytère qui sonne. Un son qui signifiait danger, mais aussi protection. Avertissement, mais aussi salut. Pour les réfugiés du Chambon, ce son était plus réconfortant qu'effrayant, parce qu'il signifiait que la communauté veillait sur eux, qu'ils n'étaient pas seuls, et qu'au moment du danger, il y aurait un endroit où se cacher. Des gens pour aider. En 1945, quand la guerre prit fin et que la cloche sonna une dernière fois, ce ne fut pas un avertissement, mais une célébration. Les réfugiés sortirent des bois, des granges, des maisons. Ils se réunirent sur la place du village. Et pour la première fois depuis des années, il n'y avait plus besoin de se cacher. Plus besoin de fausses identités. Plus besoin de peur. André Trocmé, debout sur les marches de l'église, regardant des centaines de personnes qui avaient survécu parce que sa communauté avait choisi de résister, prononça le sermon le plus court de la guerre. Merci à Dieu. Nous avons fait ce que nous pouvions. C'était suffisant. Les montagnes autour du Chambon gardent leurs secrets. Les sentiers par lesquels des milliers marchèrent vers la liberté n'ont pas de balises. Les forêts où des enfants se cachèrent pendant les rafles n'ont pas de plaques. Mais les montagnes se souviennent. Les pierres se souviennent. Et les descendants de ces 5000 se souviennent. La SS n'a jamais compris comment 7000 Juifs pouvaient s'échapper par un village dans les montagnes,
parce qu'elle cherchait une explication militaire, logistique, tactique. La véritable explication était plus simple et plus profonde. Un village décida que certaines choses comptaient plus que la survie personnelle. Il décida que protéger des innocents comptait plus qu'obéir aux autorités. Il décida que préserver l'humanité comptait plus que préserver des vies individuelles. Et par cette décision, il transforma les montagnes reculées de France en tombes pour l'idéologie nazie, plus efficacement que n'importe quel champ de bataille, car chaque vie sauvée au Chambon était une vie que les nazis ne purent pas détruire, un monde qu'ils ne purent pas effacer, un futur qu'ils ne purent pas éteindre. 7000 Juifs passèrent par le Chambon, 7000 histoires d'évasion, de survie, de gratitude. 7000 miracles déguisés en logistique tranquille, organisés par un pasteur pacifiste et son épouse italienne pragmatique. Les nazis avaient des trains, des camps, une bureaucratie de mort à l'efficacité industrielle. Le Chambon avait une cloche, des montagnes et une communauté qui choisit de résister. Au final, c'est la cloche qui a gagné.